morning. Le président, je tiens à saluer les deux parties ainsi que tous ceux qui sont présents dans le prétoire ainsi que dans la galerie du public. Monsieur le greffier, voulez-vous citer l'affaire? Il s'agit de l'affaire IT 9829I, le procureur contre Stanislav Galić. Now, can I have that? Le président, les parties peuvent-elles se présenter? L'accusation d'abord. Maître Harmon, bonjour Monsieur le juge Riyad, je m'appelle Mike Harmon et je comparais en compagnie de Maître Michael Blackso. Le président, merci Maître Harmon. Pour la défense, Maître Kostic, bonjour Monsieur le juge, je m'appelle Nicolas Kostic. J'ai été choisi par le général Galić afin de le représenter en cette affaire. En l'espèce, je suis avocat inscrit au barreau des États-Unis depuis 30 ans. J'ai déjà comparu ici à plusieurs reprises dans des affaires dont était saisi ce tribunal. Et je vais bien sûr représenter l'accusé Galić aujourd'hui. Le président, je vous remercie. Maître Kostic. L'accusé suit-il les débats dans une langue qu'il comprend? Est-ce qu'il dispose de tous les dispositifs nécessaires? Est-ce qu'il suit les débats? He says yes, Your Honor. Maître Kostic, il dit qu'effectivement, il peut suivre les débats dans une langue qu'il comprend. Le président, nous pourrons ainsi procéder sans plus de difficultés. En vertu de l'article 62 du règlement de procédure et de preuve de notre tribunal pénal international, vous le savez, une comparution initiale est requise lorsqu'il y a transfert d'un accusé au siège du tribunal. Je vais demander au greffier, M. Marc Dubuisson, de donner lecture de l'article 20, paragraphe 3, et de l'article 21 du statut du tribunal tout d'abord, et puis de nous donner lecture de l'article 62 du règlement, puisque ces dispositions sont pertinentes dans le cadre d'une comparution initiale. Article 20 du statut, ouverture et conduite du procès. Paragraphe 3. La Chambre de première instance donne lecture de l'acte d'accusation, s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé a compris le contenu de l'acte d'accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. La Chambre de première instance fixe alors la date du procès. Article 21. Les droits de l'accusé. 1. Tous sont égaux devant le tribunal international. 2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement sous réserve des dispositions de l'article 22 du statut. 3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent statut. 4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes. A. À être informée dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle. B. À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix. C. À être jugée sans retard excessif. D. À être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur sans frais si elle n'a pas les moyens de le rémunérer. E. À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. F. À se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. Et G. À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. Article 62 du règlement de procédure et de preuve, comparution initiale de l'accusé.
Après le transfert d'un accusé au siège du tribunal, le président attribue immédiatement l'affaire à une chambre de première instance. L'accusé comparaît sans délai devant la chambre ou un juge de celle-ci et y est mis formellement en accusation. La chambre de première instance ou le juge s'assure que le droit de l'accusé à l'assistance d'un conseil est respecté. 2i. Donne lecture ou fait donner lecture de l'acte d'accusation à l'accusé dans une langue qu'il parle et comprend et s'assure que l'intéressé comprend l'acte d'accusation. 3i. Informe l'accusé que, dans les 30 jours suivant sa comparution initiale, il lui sera demandé de plaider coupable ou non coupable pour chaque chef d'accusation, mais qu'il peut, s'il le demande, plaider immédiatement coupable ou non coupable pour un ou plusieurs chefs d'accusation. 4i. Si l'accusé ne plaide ni dans un sens ni dans l'autre lors de la comparution initiale ou lors d'une comparution ultérieure, prend note en son nom d'un plaidoyer de non-culpabilité. 5i. Si l'accusé plaide non coupable, donne instruction au greffier de fixer la date du procès. 6i. Si l'accusé plaide coupable, a, devant la chambre de première instance, agit conformément à l'article 62 bis, ou b, devant un juge, renvoie le plaidoyer à la chambre de première instance pour qu'elle agisse en conformité avec l'article 62 bis. 7i. Donne instruction au greffier de fixer toute autre date appropriée. Merci, Monsieur Dubuisson. Je vais maintenant demander au greffier de donner lecture des parties pertinentes de l'acte d'accusation sous scellé qui a été confirmé par le juge Antonio Cassese le 24 avril 1999. Si le Conseil de la défense et l'accusé en décident ainsi, nous pourrons aussi donner lecture des annexes de l'acte d'accusation. À vous de décider, puisque ce sont là des parties qui sont séparées de l'acte d'accusation proprement dit. Je vais vous demander de donner lecture des parties pertinentes de l'acte d'accusation. Je vais vous demander, M. Dubuisson, de le faire. Merci. Le procureur contre Stanislav Galić. Acte d'accusation. Le procureur du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en vertu de l'autorité que lui confère l'article 18 du statut du tribunal, accuse Stanislav Galić des crimes contre l'humanité et des violations des lois ou coutumes de la guerre détaillées ci-après. Contexte. 1. Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, se situe sur un axe est-ouest longeant la vallée de la rivière Miljacka, en Bosnie centrale. Des montagnes aux pentes abruptes dominent la ville. À l'est, la vieille ville commerciale et résidentielle forme un centre densément peuplé qui déborde sur les collines voisines. De nouvelles municipalités comprenant des centres commerciaux et de vastes zones résidentielles sont apparues à l'ouest, là où le terrain est plus dégagé. La ville a près de 2000 ans d'histoire. Avant 1992, Sarajevo était une communauté multiethnique florissante et un centre économique et culturel de l'ex-Yougoslavie. Le recensement de 1991 indiquait que la ville et ses alentours immédiats comptaient 525 980 habitants, dont 49,3% de musulmans, 29,9% de Serbes, 6,6% de Croates, 10,7% de personnes se présentant comme yougoslaves et 3,5% appartenant à d'autres groupes ethniques. Sarajevo abritait 11% de la population de la Bosnie-Herzégovine. 2. Après la reconnaissance internationale de la Bosnie-Herzégovine comme État indépendant le 6 avril 1992, des affrontements armés ont éclaté à Sarajevo. Avant même le début du conflit, les forces armées soutenant le Parti démocratique serbe, SDS, et des éléments de l'armée populaire yougoslave, JNA, comprenant des unités du 4e corps du 2e district militaire, ont occupé des positions stratégiques dans Sarajevo et ses alentours. À partir de ces positions, ils ont soumis la ville à un blocus, à des bombardements et à des tirs embusqués incessants.
Une grande partie des bombardements et des tirs embusqués provenaient des collines entourant et surplombant Sarajevo, d'où les attaquants avaient une vue dégagée, précise et panoramique de la ville et de sa population civile. 3. Le 20 mai 1992, ou vers cette date, après un retrait partiel de Bosnie des forces de la JNA, le 2e district militaire a été de fait intégré à l'armée serbe de Bosnie, VRS, Vojska Republika Srpska. Le 4e corps, 2e district militaire, est alors devenu le corps Romagna de Sarajevo. Son quartier général était installé dans la caserne de Lukavica au sud-ouest de Sarajevo. 4. A. Durant 44 mois, le corps Romagna de Sarajevo a appliqué une stratégie militaire combinant tireurs embusqués et bombardements pour tuer, mutiler, blesser et terroriser la population civile de Sarajevo. Les bombardements et les tirs embusqués ont fait des milliers de victimes civiles des deux sexes et de tout âge, y compris des enfants et des personnes âgées. B. Le corps Romagna de Sarajevo prenait pour cible des civils qui jardinaient dans leur potager, faisaient la queue pour acheter du pain, allaient chercher de l'eau, assistaient à des funérailles, faisaient leur marché, prenaient le tramway, ramassaient du bois ou tout simplement se promenaient avec leurs amis ou leurs enfants. Il arrivait même que les gens soient blessés ou tués dans leur foyer par des balles traversant les fenêtres. Les attaques contre les civils de Sarajevo étaient souvent menées indépendamment de toute opération militaire et étaient destinées à maintenir les habitants dans un état de terreur constant. C. En raison des bombardements et des tirs embusqués contre les civils, la vie des habitants de Sarajevo est devenue une lutte quotidienne pour la survie. Sans gaz, sans électricité ni eau courante, ils étaient contraints de s'aventurer à l'extérieur pour trouver les produits de première nécessité. Chaque fois qu'ils le faisaient, qu'ils aillent chercher du bois, de l'eau ou acheter du pain, ils risquaient leur vie. Outre le carnage causé par les bombes et les tirs isolés, le fait d'être constamment menacés de mort ou de blessures a traumatisé les habitants de Sarajevo et a induit chez eux des troubles psychologiques graves. L'accusé. 5. Stanislav Galić, fils de Dusan, est né le 12 mars 1943 dans le village de Goleš, municipalité de Banja Luka. Il avait le grade de général de division dans l'armée serbe de Bosnie, VRS. Il a pris le commandement du corps Romagna de Sarajevo vers le 10 septembre 1992 et l'a conservé jusqu'au 10 août 1994 environ. Durant ce laps de temps, les forces sous son autorité et son contrôle ont mené une campagne de tirs embusqués et de bombardements contre la population civile de Sarajevo. Allégation générale. 6. Le corps Romagna de Sarajevo formait une partie importante de la VRS. Placé sous le commandement suprême de Ratko Mladić, chef de l'état-major général, et de Radovan Karadzic, à l'origine président de la présidence de l'administration serbe de Bosnie, puis président de la Republika Srpska et commandant suprême de ses forces armées. 7. Le 10 septembre 1992, le corps Romagna de Sarajevo contrôlait tout le territoire serbe de Bosnie autour de Sarajevo, y compris les lignes de front établies et les positions d'artillerie. 8. Quand il commandait le corps Romagna de Sarajevo, Stanislav Galić avait sous ses ordres 18 000 hommes regroupés en 10 brigades. 9. En tant que commandant du corps Romagna de Sarajevo, Stanislav Galić a fait preuve de l'autorité et du contrôle qu'il exerçait sur les forces du corps Romagna de Sarajevo ou sur les unités rattachées à celui-ci, notamment en participant aux négociations et à la mise en place d'une zone d'exclusion totale des armes lourdes, en contrôlant l'accès des membres de la Forpro-NU et d'autres personnels de l'ONU au territoire entourant Sarajevo et particulièrement aux emplacements d'armement lourd. 10. Pour avoir planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter la campagne de bombardement et de tirs embusqués dirigés contre la population civile de Sarajevo, et pour les actes décrits ci-après et commis par les forces
et les personnes placées sous son commandement, Stanislav Galić voit sa responsabilité pénale individuelle engagée en application de l'article 7.1 du statut du tribunal. 11. En tant que commandant du corps romagnien de Sarajevo, Stanislav Galić voit également engager sa responsabilité pénale individuelle pour les actes de ses subordonnés, vis-à-vis desquels il exerçait le pouvoir de supérieur hiérarchique. Stanislav Galić est responsable des actes ou omissions de ses subordonnés parce qu'il savait ou avait des raisons de savoir que ceux-ci s'apprêtaient à commettre ces actes ou les avaient commis et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que les dits actes soient commis ou en punir les auteurs. En n'ayant pas pris les mesures que l'on est en droit d'attendre d'une personne en position d'autorité, Stanislav Galić est responsable, en application de l'article 7.3 du statut du tribunal, des actes et omissions exposés ci-après. 12. Pendant toute la période prise en considération dans le présent acte d'accusation, le territoire de l'ex-Yougoslavie était le théâtre d'un conflit armé. 13. Tous les actes ou omissions en cause dans le présent acte d'accusation est qualifié de crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5 du statut du tribunal, s'inscrivait dans le cadre d'une attaque généralisée, systématique ou à grande échelle dirigée contre une population civile. 14. Tous les actes ou omissions en cause dans le présent acte d'accusation est qualifié de violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionné par l'article 3 du statut du tribunal, étaient dirigés contre des personnes civiles. 15. Tous les chefs du présent acte d'accusation prennent en compte la totalité des campagnes de tirs embusqués et de bombardements contre la population civile, et l'ampleur de celle-ci était telle que les annexes relatives à chaque type de chef d'accusation n'énumèrent qu'un petit nombre d'événements jugés représentatifs pour conserver aux conclusions leur précision. 16. Pendant toute la période considérée, Stanislav Galić était tenu de respecter les lois ou coutumes gouvernant la conduite de la guerre. Chef d'accusation. Chef d'accusation 1. Répandre la terreur. Du 10 septembre 1992 au 10 août 1994, approximativement, Stanislav Galić, en tant que commandant de forces serbes de Bosnie comprenant le corps romagnien de Sarajevo et des unités rattachées à celui-ci, a mené une campagne prolongée de bombardements et de tirs embusqués contre des zones civiles de Sarajevo et contre la population civile, répandant la terreur en son sein et lui infligeant des souffrances mentales. Par ses actes et omissions, Stanislav Galić a commis, chef d'accusation 1, les violations des lois ou coutumes de la guerre, répandre illégalement la terreur parmi la population civile, prohibition inscrite à l'article 51 du protocole additionnel 1 et à l'article 13 du protocole additionnel 2 aux conventions de Genève de 1949, sanctionné par l'article 3 du statut du tribunal. Chef d'accusation 2 à 4. Tirs embusqués. Du 10 septembre 1992 au 10 août 1994, Stanislav Galić, en tant que commandant de forces serbes de Bosnie, comprenant le corps romagnien de Sarajevo et des unités rattachées à celui-ci, a mené une campagne prolongée et coordonnée d'attaques de tireurs embusqués contre la population civile de Sarajevo, tuant et blessant de nombreux civils de tout âge et des deux sexes. La nature même de ces attaques consistait à viser délibérément des civils avec des armes à tir direct. Les exemples précis de ce type d'attaque sont exposés dans l'annexe 1. Par ces actes et omissions, Stanislav Galić a commis. Chef d'accusation 2. Des crimes contre l'humanité, assassinat, sanctionnés par l'article 5A du statut du tribunal. Chef d'accusation 3. Des crimes contre l'humanité, autres actes inhumains, sanctionnés par l'article 5I du statut du tribunal. Chef d'accusation 4. Des violations des lois ou coutumes de la guerre, attaques contre des civils, prohibées par l'article 51 du protocole additionnel 1 et de l'article 13 du protocole additionnel 2 aux conventions de Genève de 1949, sanctionnées par l'article 3 du statut du tribunal. Chef d'accusation 5 à 7. Bombardement.
Du 10 septembre 1992 au 10 août 1994, Stanislav Galić, en tant que commandant de forces serbes de Bosnie comprenant le corps Romagna de Sarajevo et des unités rattachées à celui-ci, a mené une campagne coordonnée et prolongée de tirs d'artillerie et de bombardements au mortier contre les zones civiles de Sarajevo et sa population civile. Cette campagne de bombardement a fait des milliers de tués et des blessés parmi les civils. Des exemples précis de ce type de bombardement sont exposés dans l'annexe 2. Par ses actes et omissions, Stanislav Galić a commis: chef d'accusation 5, des crimes contre l'humanité, assassinat, sanctionné par l'article 5A du statut du tribunal. Chef d'accusation 6, des crimes contre l'humanité, autres actes inhumains, sanctionné par l'article 5I du statut du tribunal. Chef d'accusation 7, des violations des lois ou coutumes de la guerre, attaques contre des civils, prohibées par l'article 51 du protocole additionnel 1 et par l'article 13 du protocole additionnel 2 aux conventions de Genève de 1949, sanctionné par l'article 3 du statut du tribunal, signé par le procureur Louis Arbour en date du 24 avril 1998. Monsieur le juge, si vous le désirez, je peux lire les annexes. Attendez, Monsieur Dubuisson, je vous remercie. Je vais demander au conseil de la défense. Mr. Kostic. Maître Kostic, je pense que votre client a compris l'acte d'accusation et je suppose qu'il aura déjà reçu copie de l'acte d'accusation dans une langue qu'il peut comprendre. Pouvez-vous le confirmer? Maître Kostic, nous avons eu l'occasion, monsieur le juge, de nous rencontré hier au cours de la journée tout entière. Il avait une copie en langue serbe de l'acte d'accusation ainsi qu'une copie en anglais. Moi, je parle aussi bien le serbe, la langue de l'accusé, que l'anglais, et j'ai été en mesure de confirmer le fait qu'il avait bien pris connaissance de l'acte d'accusation dans une langue qu'il comprend. Et j'ajouterai également que nous avons eu l'opportunité de discuter du contenu de l'acte d'accusation, non seulement de la partie qui a été lue ce matin à l'audience, mais nous avons également eu l'occasion de discuter de la première et de la deuxième annexe à l'acte d'accusation qui n'a pas été lu. Si vous voulez que je le fasse, je pourrais vous faire part de notre position s'agissant de la lecture de ces deux annexes. Le Président, voudriez-vous que nous donnions lecture de ces deux annexes ou pas? Ou vous préfériez qu'on renonce à ce droit? Maître Kostic, j'en ai discuté avec M. Galić. Dans la version anglaise, il s'agit des schedules, des annexes. Je suppose que nous parlons de la même chose. Le Président, oui. Maître Kostic, nous avions parlé de la question de savoir s'il fallait ou non en donner lecture et M. Galić m'a demandé de vous faire part du fait que nous renonçons au droit d'avoir une lecture publique de ces deux annexes ce matin à l'audience. Il les a lus, en a discuté avec moi. Il comprend la nature des accusations portées contre lui et la nature des faits énoncés dans ces deux annexes. Le Président, merci de votre aide. Vous le savez, en vertu de l'article 62, 3 petites i, déjà mentionné, l'accusé dispose d'un délai de 30 jours suite à la comparution initiale pour plaider coupable ou non coupable pour chacun des chefs visés à l'acte d'accusation. Pourriez-vous nous dire si l'accusé est déjà prêt à se prononcer aujourd'hui ou s'il veut avoir recours à ce délai qui lui est autorisé de 30 jours après qu'il ait médité sur ce sujet avec vous? Maître Kostic, merci de parler de méditation. Monsieur Galić a été informé des éléments dont vous venez de faire état. Je viens de vous le dire, il a déjà étudié l'acte d'accusation et nous avons discuté des accusations qui sont portées contre lui. Il s'agit des chefs d'accusation 1 à 7. Le général Galić m'a fait savoir qu'il était prêt à se prononcer sur chacun des chefs d'accusation, des chefs 1 à 7, et il va plaider non coupable s'agissant de chacun de ces chefs, mais je suppose que vous allez vouloir avoir la confirmation de M. Galić. Le Président, je vous remercie. Please. Monsieur Dubuisson, pourriez-vous nous donner lecture de chacun des chefs d'accusation? Je demanderai à l'accusé de se lever.
The accused will have Le président, l'accusé, devra dire s'il plaide coupable ou non coupable pour chacun de ses chefs d'accusation. 1. Les violations des lois ou coutumes de la guerre, répandre illégalement la terreur parmi la population civile, prohibition inscrite à l'article 51 du protocole additionnel 1 et à l'article 13 du protocole additionnel 2 aux conventions de Genève de 1949, sanctionnées par l'article 3 du statut du tribunal. Je ne suis pas coupable. Sorry, I have to put on my... Excusez-moi, dit le président, je dois poser les écouteurs. Would you please repeat? Pourriez-vous répéter ce que vous venez de dire, Monsieur Galitch? Je plaide non coupable. Je vous remercie. Poursuivez, Monsieur Dubuisson. Accusation 2. Les crimes contre l'humanité, assassinat, sanctionné par l'article 5A du statut du tribunal. Yes, Mr. Galitch. Monsieur Galitch, que plaidez-vous? Je plaide non coupable. Let's proceed. Poursuivez, Monsieur Dubuisson. Accusation 3. Des crimes contre l'humanité, autres actes inhumains, sanctionnés par l'article 5I du statut du tribunal. Je plaide non coupable. Chef d'accusation 4. Des violations des lois ou coutumes de la guerre, attaques contre des civils, prohibées par l'article 51 du protocole additionnel 1 et l'article 13 du protocole additionnel 2 aux conventions de Genève de 1949, sanctionnées par l'article 3 du statut du tribunal. Je plaide non coupable, monsieur le... Chef d'accusation 5. Les crimes contre l'humanité, assassinat, sanctionnés par l'article 5A du statut du tribunal. Je plaide non coupable. Chef d'accusation 6. Les crimes contre l'humanité, autres actes inhumains, sanctionnés par l'article 5I du statut du tribunal. Je plaide non coupable. Chef d'accusation 7. Les violations des lois ou coutumes de la guerre, attaques contre des civils, prohibées par l'article 51 du protocole additionnel 1 et par l'article 13 du protocole additionnel 2 aux conventions de Genève de 1949, sanctionnées par l'article 3 du statut du tribunal. Je plaide non coupable, monsieur le président. Thank you. Le président, je vous remercie, Monsieur Galitch. Monsieur Dubuisson, prenez acte du plaidoyer de non-culpabilité prononcé pour chacun des chefs d'accusation. I hardly need Inutile de rappeler aux représentants du procureur, Mike Harmon, quels sont ses devoirs en vertu de l'article 66 petit i, puisqu'il a l'obligation de communiquer à la défense, comme de coutume et dans les meilleurs délais, et au maximum dans un délai de 30 jours, les pièces jointes à l'appui de l'acte d'accusation. J'ajouterai également, aussi bien pour le Conseil de la Défense que pour le procureur, qu'en vertu de l'article 72 et dans les 30 jours suivant la communication des pièces jointes à l'acte d'accusation, la possibilité existe de déposer des exceptions préjudicielles. Toute autre question peut être soulevée par voie de requête déposée devant la Chambre de première instance. Avez-vous quoi que ce soit à ajouter? Je vais d'abord me tourner vers le procureur et puis vers Maître Kostic. Maître Harmon. Monsieur le juge Riyad, à titre d'information et aux fins du dossier de procédure, les pièces jointes sont en train d'être traduites. Nous supposons que cette traduction sera terminée en langue serbe dans le délai de 30 jours et nous pourrons communiquer ces pièces à M. Galitch et à son avocat. Nous sommes également prêts à communiquer dès aujourd'hui une version anglaise des pièces jointes.
Le président, je vous remercie. Maître Kostic, avez-vous quelque chose à ajouter? Maître Kostic, j'ai eu une réunion préalable dès ce matin avec l'équipe ou des membres de l'équipe du procureur. Ceux-ci m'ont assuré, comme vient de le rappeler Maître Harmon à l'instant, que les pièces jointes en anglais seront préparées et me seront communiquées avant que ne me soient communiquées les pièces en serbe et je suis tout à fait satisfait de ce qu'ils m'ont dit. Je vous remercie. Le président, je vous remercie. Moi aussi. Je pense que nous pourrons lever l'audience et une date sera fixée à l'avenir. Je vous remercie. L'audience est levée.